Fabrice Arfi du pôle enquête de Mediapart. Hier, tu as publié cette enquête, massacre du 17 octobre 1961. Le général de Gaulle savait, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les preuves aussi que le général de Gaulle, alors président de la République, avait demandé des sanctions contre les policiers mis en cause dans ce massacre. On va y revenir. Des sanctions qui n'ont jamais été mises en place. Mais justement, revenons-en sur revenons en quelques mots, sur ce fameux massacre du 17 octobre 1961. On est en pleine guerre d'Algérie. À Paris, 30 000 Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu raciste qui leur est imposé. C'est une manifestation réprimée dans le sang. Oui, c'est-à-dire qu'au début du mois d'octobre 1961, on est à 1 an de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, il y a un couvre-feu qu'on peut qualifier de raciste qui s'abat sur ce qu'on appelle les Français musulmans algériens, les FMA. C'est une catégorisation de l'État français qui vivait en France et a fortiori à Paris. C'est une disposition couverte par la préfecture de police de Paris, dont le patron est à l'époque Maurice Papon, qu'on a beaucoup connu pour d'autres raisons, puisqu'il a été condamné en 1998 à la réclusion criminelle à 10 ans de prison pour sa participation dans la déportation des Juifs en la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un couvre-feu qui dit que les Français musulmans algériens ne peuvent pas sortir dehors entre 20h30 et 5h30 du matin. Et donc il y a des dizaines de milliers d'Algériens français, de futurs Algériens français, puisque l'État algérien n'existe pas encore, qui décident, sans dimanchant, sortant pour beaucoup des bidonvilles de Nanterre, de manifester tranquillement, pacifiquement dans les rues. Et là, il y a ce qu'on peut appeler un crime de masse qui est commis, puisque la police va tuer par balle, étrangler, jeter dans la Seine des dizaines, voire des centaines de personnes. 60 ans après, on ne connaît pas le bilan exact de la tragédie. Et ce crime d'État va donner naissance à un mensonge d'État que les archives inédites auxquelles on a eu accès permettent de documenter un peu plus que ce qu'on savait jusque-là. Alors, des crimes inexcusables pour la République, a dit Emmanuel Macron en octobre 2021, sans pour autant parler de crimes d'État, ce qui lui a été beaucoup reproché, y compris d'ailleurs sur Mediapart. Fabrice, ce massacre, il a été l'objet de beaucoup de recherches historiques. Pourtant, il y avait des informations essentielles qui manquaient. Brièvement, lesquelles? Oui, bien sûr. D'abord, il faut faire crédit à l'immense travail qui a été fait par de très nombreux historiens sur la question, des militants, des archivistes, français, étrangers. Donc, il ne s'agit pas pour nous de Mediapart d'arriver avec nos gros sabots pour dire on va vous révéler toute une histoire que vous ne connaissez pas. Mais il se trouve que depuis décembre dernier, il y a un accès nouveau qui a été donné aux archives de la présidence de Gaulle, auxquels j'ai eu accès. J'ai pu consulter des documents qui n'avaient jamais été rendus publics et qui viennent combler une sorte de manque dans l'historiographie qu'il y a sur l'histoire du 17 octobre 61. C'est que désormais, nous avons les preuves écrites de ce que De Gaulle savait. Il savait tout. Il savait, le crime d'État, il savait l'implication de la police, il savait son ampleur, mais la réaction de Gaulle n'était pas connue. Or, nous avons une note manuscrite du général de Gaulle qui dit que la lumière doit être faite, que les policiers, les coupables doivent être poursuivis et qu'il faut même que son ministre de l'Intérieur, à l'époque il s'appelait Roger Frey, fasse preuve d'autorité vis-à-vis de la police et des dérives qui y sont constatées. En réalité, en dépit de ces éléments-là, il ne va absolument rien se passer. Maurice Papon, le préfet de police de Paris, qui a supervisé et couvert le massacre, restera en place jusqu'en 1966. Le ministre de l'Intérieur restera lui aussi en place. Et petit à petit, un contre-récit va s'imposer face à ce crime d'État absolu qui est commis sous les fenêtres des Parisiens et des Parisiennes, et qui petit à petit va s'effacer de la mémoire collective, si ce n'était l'acharnement de quelques-uns. Et on pense notamment au travail de l'auteur et historien Jean-Luc Einaudi, qui a permis de donner une consistance absolument inédite à cette tragédie française. Alors, on a vu brièvement passer la note à noter du général de Gaulle. On va juste refaire un petit peu la chronologie. Le général de Gaulle, il est informé par une première note le 28 octobre 1961, 11 jours après la tragédie. Il y a une première note que tu as retrouvée dans les archives, rédigée par Bernard Tricot, son conseiller pour les affaires algériennes et les questions juridiques à l'Élysée. Cette note-là, qui arrive encore une fois 11 jours après la tragédie, elle est déjà extrêmement précise sur ce qui s'est passé. C'est absolument... C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, au sein de certains
formation de l'appareil d'État, à la préfecture de police, officiellement, il y a eu 3 morts ce jour-là. Et là, ce qu'on découvre, c'est que 11 jours après la catastrophe, comme tu le dis, un conseiller de De Gaulle écrit « Il y aurait 54 morts ». Donc déjà, on est bien au-delà de tout ce qui est admis. Alors à l'époque, c'est complètement nié, l'affaire est complètement niée. Il y aurait 54 morts. Le détail et les modalités du supplice de ces victimes est écrit. Certains ont été étranglés, d'autres ont été noyés, d'autres ont été abattus par balles. Et la phrase d'en dessous, c'est qu'il est à craindre malheureusement que des fonctionnaires de police soient mis en cause dans les enquêtes qui vont être ouvertes. Donc on sait l'ampleur et on sait que la police est visée par cela. Donc cette note, elle montre que l'Élysée sait tout ou presque tout de suite, qui est en parfaite dissonance avec ce qu'est la position du gouvernement, que ce soit du ministre de l'Intérieur ou de Maurice Papon, qui disent pas du tout, il ne s'est pas passé ça, il y a eu 2 morts côté algérien, 1 mort côté français, et la police a répondu à des violences qui étaient commises par le FLN algérien pendant la manifestation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce conseiller, on peut revoir cette première note, justement, c'est que ce conseiller lui-même prend l'initiative de dire au général de Gaulle, attention, c'est extrêmement dangereux, extrême danger de laisser se développer ce type de maintien de l'ordre. Voilà, alors ça c'est dans une note un tout petit peu postérieure, mais Bernard Tricot écrit là cette fois personnellement au général de Gaulle pour lui dire attention, on est déjà en train de connaître une dissidence gravissime au sein de l'armée, l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, est créée début 1961, il ne faudrait pas qu'il se passe la même chose avec la police, en quelque sorte qu'elle soit infiltrée, gangrénée par l'OAS, et il se demande en quelque sorte si les cadavres que l'on découvre dans Paris de musulmans, c'est comme ça qu'ils sont présentés dans les notes de l'Élysée, est-ce qu'au fond, ce ne serait pas le résultat de formes d'escadrons de la mort ou d'opérations clandestines de la police qui deviendraient déloyales au régime? Et donc, Tricot dit à De Gaulle, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où il y a cette annotation manuscrite du général de Gaulle qui lui dit, 1, il faut faire la lumière et poursuivre les coupables, des enquêtes sont ouvertes, en réalité il ne se passera absolument rien, il y aura une loi d'amnistie en 62 et aucun policier ne sera jamais poursuivi et condamné. Et 2, il dit, et là c'est assez intéressant, que le ministre de l'Intérieur doit faire preuve d'autorité vis-à-vis de la police, ce qui n'empêche pas, bien au contraire, ajoute De Gaulle, la protection. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe, c'est que De Gaulle a une peur panique de perdre la police dans cette histoire. Il a déjà perdu une partie de l'armée. Il faut rappeler qu'à l'époque, il est quand même la cible d'un certain nombre d'attentats contre sa propre personne, et qu'il sait que si la police rentre en dissidence, devient déloyale au régime, il peut arriver à la 5e République, ce qui est arrivé à la 4e, c'est-à-dire son effondrement. Et donc, il y a une sorte de tractation avec Maurice Papon. Vous tenez la maison police, j'accepte le mensonge d'État. Et c'est comme ça qu'il ne se passera absolument rien et que ce crime d'État sera à jamais impuni à la fois judiciairement mais aussi politiquement, ce que n'arrivent toujours pas à reconnaître les plus hautes autorités du pays. Il y a même les ministres de l'Intérieur Roger Frey, de la Justice Bernard Chesneau à l'époque ont été confirmés dans leurs fonctions. Maurice Papon, il est resté préfet de Paris, il a été condamné, comme tu l'as dit plus tard, en 88 pour complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle dans la déportation des Juifs entre 42 et 44. Et les mêmes Frey et Chesneau, 4 mois plus tard, ils seront responsables de la tuerie du métro Charonne. Absolument, Papon a même été ministre après. Il a été ministre de la République française. Donc on est sur une occultation, un déni national face à une tragédie qui devrait enfin rentrer dans les livres d'histoire à la hauteur de ce qu'elle est, un crime d'État. Pourquoi cette information, elle est importante? Est-ce que c'est justement parce que historiquement la piste du crime d'État qui est niée par les autorités françaises encore aujourd'hui se confirme? Est-ce que c'est pour d'autres raisons, notamment, on parle beaucoup de pratiques policières aujourd'hui en ce moment? En fait, c'est les deux, mon capitaine Magnodesque. La première, c'est remettre un peu cette histoire comme une église au milieu du village, comme dit l'expression consacrée. Emmanuel Macron, à qui il faut faire crédit d'avoir ouvert les archives, c'est un mouvement initié par Emmanuel Macron, mais qui, en même temps, limite la responsabilité de la tragédie, grosso modo, à Maurice Papon, qui serait une sorte de poupée vaudou. Voilà. Les documents prouvent que c'est un mensonge gouvernemental d'État. Et puis, il y a peut-être une leçon pour aujourd'hui de tout cela. Alors, comparaison n'est pas raison, mais il y a quand même des invariants quand on voit un pouvoir politique qui est
faible vis-à-vis de sa police et qui, pour la garder avec lui, est prêt à la soutenir en toutes circonstances en faisant montre de déclarations de fermeté. Et en fait, cette fermeté-là est le paravent d'une immense faiblesse politique. Et on a bien vu sous le quinquennat de François Hollande, mais aussi sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, que des promesses qui avaient été tenues quant aux réformes de la police, par exemple le récépissé sur les contrôles, n'ont pas été tenues parce que la police, le pouvoir politique a eu peur que la police devienne incontrôlable. Et puis on a vu que sous François Hollande, début 2017, on a changé les règles de la légitime défense, qui était une revendication historique des syndicats de policiers, et ça se passe juste après les policiers en colère, le mouvement des policiers en colère qu'on a un peu oublié. Et le pouvoir socialiste là, a peur de perdre la police, et on voit bien sous Emmanuel Macron, le préfet l'allemand, Gérald Darmanin, tout ce qu'il se passe, l'incapacité qu'il y a aujourd'hui à ne serait-ce que de discuter des méthodes policières, du maintien de l'ordre, des conséquences, y compris pour la vie des gens, des lois qu'on prend sous la pression des syndicats de police, comme si dire ça faisait de soi un anti-républicain, faisait de soi un anti-flic. Il se trouve, moi, par exemple, je suis fils de policier, un ancien policier. Donc, ça n'est pas la question. Mais cette incapacité-là du débat public à poser des questions vis-à-vis du pouvoir, / la politique, / la police, / l'impunité, mais en fait, c'est une très vieille leçon qui va de Gaulle à Macron. Extrêmement contemporain. Merci Fabrice. On lit ton enquête, on peut dire le premier scoop historique de Mediapart, sur le site.